D'accord. Ok, on est parti. Du coup, il n'est pas en diapositive là, en fait, c'est ce que je veux dire. Attends, ça vient. Hop, reprendre le diaporama. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous rentrons dans le 16e ACOT CAP depuis 2017 et nous allons travailler sur les déchets aujourd'hui. Si mon écran veut bien me donner la main, voilà. Et nous allons écouter Cédric nous présenter les déchets de façon théorique. En deuxième partie, nous allons avoir l'intervention de Monsieur Barou de NGS Environnement. Et pour finir, vos questions-réponses. Comme d'habitude, vous pouvez intervenir à tout moment par le chat, sans aucun problème, et nous faire part de vos questions, remarques, suggestions, actions et tout ce que vous voulez partager avec nous. Cédric, à toi la parole. Bonjour, donc Cédric Aliès, consultant chez Primum Non Nocere. Nous accompagnons les établissements de santé et les industriels dans les démarches RSE de façon générale. Et je suis particulièrement le sujet déchets. Je vais vous parler aujourd'hui des enjeux. Sans les balayer dans le détail, vous verrez qu'il y en a qui sont majeurs. Pareil, sans rentrer dans le détail sur les points réglementaires, parce qu'on pourrait y passer plusieurs jours, vous donner quand même des repères significatifs sur ce qui vous attend et sur ce qui est d'ores et déjà obligatoire. Vous donner des repères également sur les principales filières de déchets. Vous parler du registre très précisément, parce qu'en dehors d'être une obligation, c'est aussi un outil, vous allez voir, fabuleux pour piloter sa démarche de maîtrise des déchets. Et puis, quelques précautions particulières qui concernent les établissements de santé, qui sont aussi vos clients. Et il me paraît en pointillé de vous illustrer ce que sont les problématiques des établissements de santé avec qui vous êtes indirectement en lien. Voilà. Super. Donc, hop, on est parti. En termes d'enjeux, donc sur la slide suivante, on s'aperçoit qu'on a un enjeu de ressources de manière générale et qui s'illustre de plusieurs façons. D'une part, de l'accroissement démographique. On voit que dans les 2 derniers siècles, nous avons un coefficient multiplicateur de la population sur Terre qui est colossal. Ça a donc, c'est donc une conséquence à la ressource qui fait que nous consommons aujourd'hui plus que ce que la Terre est en capacité de produire. Lorsqu'on voit ces chiffres, quand on parle de 156% en 2012, c'est-à-dire que la population en l'état de sa consommation en 2012 consommait l'équivalent d'une planète et demie dans sa capacité de production. Donc, à travers ce calcul, sur la slide suivante, on connaît le jour du dépassement. Par exemple, en 1970, nous étions au 23 décembre. On commençait déjà à travers l'ère industrielle à entamer ce capital et on voit que ça s'accélère malgré que nous parlions de développement durable depuis de nombreuses années, puisque vous voyez, c'est quand même une notion ancienne, mais à titre d'exemple, 50% des produits plastiques produits sur Terre depuis l'origine de cette industrie a été réalisé dans les 12 dernières années, ce qui est colossal. Donc, vous avez un enjeu de ressources qui est important, mais c'est en l'état actuel de la consommation de la population mondiale. Si tout le monde consommait comme un Américain, par exemple, ce ne serait pas une planète et demie, mais ce serait 5 planètes dont on aurait besoin pour compenser les ressources dont on utilise. Donc, ces ressources, il n'y a pas 36 façons de les maîtriser pour que les générations futures puissent répondre à leurs besoins tels que nous souhaitons le faire. C'est d'une part d'agencer nos besoins en fonction de cette capacité de production, mais aussi de réutiliser la ressource. Et avant de la réutiliser, il est primordial de commencer par se poser la question, est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'on peut s'en passer? Si cette ressource-là, on ne peut pas s'en passer, est-ce qu'on peut la réduire? À défaut de la réduire, si elle n'est pas recyclable, est-ce qu'on peut la substituer à une matière qui l'est? Et puis, dans tous les cas, de raisonner en boucle d'économie circulaire pour que les processus puissent réintégrer les différentes matières résiduelles générées par vos activités. En dehors de l'enjeu humain que l'on peut partager tous à travers les préoccupations de nos enfants, il y a aussi le risque sociétal et environnemental d'une mauvaise gestion, qui sont d'une part des coûts financiers qui peuvent être tout de suite exorbitants, un risque pénal et puis un risque de communication qui est
qui peut être lourd aussi de conséquences et qui va très vite dans l'ère que nous vivons aujourd'hui. Une notion, en France, vous avez 345 millions de tonnes de déchets. Un chiffre comme ça ne parle pas beaucoup, mais pour vous donner un ordre d'idée visuelle, si vous prenez une ville de 70 000 habitants, en l'occurrence Béziers où nous sommes situés, cela représente la production de la surface d'un stade de foot sur 8 mètres de haut par an, ce qui est colossal. On ne se rend pas compte des volumes que cela génère. Et lorsqu'on visite un incinérateur et que l'on voit une fosse qui se remplit en 2 jours si elle n'est pas vidée, on s'aperçoit vraiment des enjeux qui sont présents. Et on s'aperçoit aussi de la limite de notre fonctionnement à travers toutes les ressources qu'on est en capacité de jeter pour les brûler, tout simplement. Donc ce coût-là de déchets représente 16 milliards d'euros. Et chacun, à titre individuel, produit 360 kilos de déchets par an. C'est 2 fois plus qu'il y a 40 ans, mais c'est surtout 3 fois moins que les industriels. Quand on prend certains types d'activités industrielles économiques, je veux dire. Et par exemple, les établissements de santé sont autour d'1 tonne de déchets par an. D'où l'utilité aussi de travailler dans vos organisations, puisque vous avez une notion d'exemplarité qui est importante, mais un impact qui est d'autant plus démultiplié. À noter qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément dans les meilleurs élèves au monde, ça c'est sûr, mais en Europe encore moins. Nous avons que 35% des déchets qui sont valorisés aujourd'hui, et c'est pas forcément que de la valorisation de matière. Oui. Le reste finit en élimination, ce que l'on appelle l'enfouissement ou l'incinération. Et en fait, c'est pour des raisons de coût aujourd'hui, puisque stratégiquement, c'est moins cher de mettre en décharge. Ça rapporte même de l'argent que d'incinérer. Ça rapporte pas aux producteurs, mais ça rapporte de l'argent aux industriels, effectivement. C'est ça. Mais on va voir qu'il y a une incitation financière un peu plus loin, et c'est important que vous ayez en tête cet enjeu de taxe générale sur les activités polluantes. Quand on parlait d'impact d'une activité, à titre d'exemple, et puis c'est parce que c'est quand même le sujet du jour, la santé également, vous avez 1700 établissements MCO en France, vous en avez à peu près 6000 dans les SSR, les EHPAD, et vous avez pas mal de professions libérales de soins. Tout cela génère 200 millions de repas, par exemple. Et lorsqu'on sait que la moyenne de biodéchets par repas servi est de 200 grammes, on s'aperçoit qu'il y a des enjeux sur tous les types de déchets et essentiellement à envisager dès la source de production. Donc ça, ce sont des déchets en santé. Je pense qu'on peut passer rapidement étant donné le temps imparti. On peut passer, voilà, donc des ambitions qui sont données. Concrètement, vous avez des textes qui régissent vos obligations en termes d'élimination, mais enfin de traitement et de maîtrise des filières à utiliser. En revanche, on a quand même peu de réglementations qui vous imposent des réductions ou des améliorations significatives. Ça reste de l'incitation souvent financière ou des objectifs. Typiquement, là, sur la loi de transition énergétique, on s'aperçoit qu'il y a 50% de déchets mis en décharge à sortir de la décharge dans quelques années, et c'est très proche. Ça, c'est une ambition qui est donnée au niveau national. Mais si individuellement, dans vos activités, vous ne vous saisissez pas de cet objectif, il est évident que personne n'y arrivera. Donc, pour atteindre ce genre d'objectif, il faut déjà savoir où vous en êtes et sur quoi travailler. Je vais vous en parler un peu plus loin sur le registre déchets. Là, on va balayer une multitude de textes et je pense que le support sera à disposition. C'est quand même des choses qui sont utiles. On ne va pas rentrer dans le détail si ce n'est celui de la taxe générale sur les activités polluantes. C'est une taxe, un peu comme la TVA, mais qui s'applique sur les déchets qui sont uniquement incinérés et enfouis. Cette TGAP varie entre 10 et 30 euros pour la plupart du temps en fonction des types d'installations que vous utilisez et leur engagement en termes de respect de l'environnement. Cette TGAP est une incitation à justement compenser ce que vous expliquait Cathy Bou tout à l'heure sur le coût de l'enfouissement plus intéressant que le recyclage. Et elle va faire en sorte que petit à petit, on tende à ce que le recyclage soit plus intéressant financièrement à mettre en œuvre que l'élimination, enfouissement, incinération. Donc tout ça, on peut passer. Vous êtes soumis à différents textes sur la thématique des déchets. Ça va du code de la santé publique au code du travail, à la réglementation internationale des matières dangereuses. C'est vraiment très large.
On peut passer tout ça, Cathy, si tu veux bien. Oui. Pardon, juste Il y en avant. avait un, il y en avait un avant là. Le 5 Voilà. plus. Je, Tu le passeras en détail. ouais, je le prendrai un petit peu plus loin, le décret Ok. 5 flux. Voilà, TGAP, c'est le principe du pollueur-payeur. Ça concerne ce que je vous disais, l'enfouissement, l'incinération. Il y a des taux variables en fonction de l'engagement environnemental de l'installation, mais ça ne veut pas dire que c'est l'installation qui paye la TGAP. L'installation ou le prestataire vous la refacture, comme la TVA se bascule du client final jusqu'au producteur, en fait. Donc, que ce soit les établissements de santé ou vous, vous êtes soumis à la TGAP. On voit qu'en Europe, les États qui ont un taux de valorisation les plus importants ont des taux de TGAP dès aujourd'hui qui sont autour de 120, 140 euros tonnes, là où nous sommes à 20, 30, suivant les types de déchets. Là, il est écrit 60-80 parce que c'est un exemple très précis de l'enfouissement hors valorisation énergétique. Voilà. D'accord. Mais en gros, pour dire que les textes de loi de finances qui étaient envisagés au départ sur la TGAP positionnaient les ambitions autour de 120 euros tonnes. La loi de finances qui a été votée là, très récemment en 2019 pour les 5 prochaines années, finalement, va limiter l'augmentation à 65 euros tonnes, là où elle était à 25 aujourd'hui pour l'enfouissement, Ah ouais, mais quand et même. à 25 euros tonnes pour l'incinération, là où elle était à 12 aujourd'hui. Ce qui veut dire x2 ou x4, mais surtout que quand vous considérez les investissements que vous allez mettre en œuvre pour réduire vos déchets ou pour les recycler à la place de les valoriser, il est important de prendre en compte le coût global de la prestation, pas seulement à court terme cette année, mais également des impacts que vous allez réduire financièrement dans les prochaines années. Ah, très bien. Un texte qui est structurant pour les établissements de santé, c'est la réglementation du transport de matières dangereuses qui est déclinée des codes ONU des Nations Unies de 1957, donc ça date. Mais en gros, quand on parle de transport de matières dangereuses, il ne faut pas se méprendre avec le terme transport parce qu'on parle vraiment de tout le processus et de vos obligations à vous en tant que producteur qui part du tri des déchets. Suivant le type de déchets que vous utilisez, vous n'avez pas le choix de le faire vous-même, ou alors vous pouvez en confier le tri. Le type de conditionnement utilisé et le stockage, l'enlèvement dans la façon dont vous maîtrisez cette partie-là, le transport même si vous la sous-traitez, et votre responsabilité va jusqu'à l'élimination. Il y a quelques exemptions, je vous en parlerai un petit peu plus loin. Mais quand on parle de transport de matières dangereuses, c'est vraiment du tri à la source jusqu'à l'élimination, et ça passe également par la formation de vos équipes, le contrôle de la prestation et la traçabilité de ces données. Donc c'est vraiment très large. Et quand on parle de matières dangereuses, c'est au sens du transport de matières dangereuses, mais c'est aussi au sens de danger pour l'environnement, dont on connaît les pictos tous assez facilement. Sur la suite, je ne sais pas si c'est vraiment utile de rentrer dans les dasseries, mais là, en fait, on voit la multitude de contraintes réglementaires qui peuvent exister sur un seul déchet. Donc, on peut passer à la suite. Vous êtes responsable du déchet jusqu'à l'élimination, donc ça, c'est pas une surprise. Un petit cas particulier, c'est que si vous utilisez les éco-organismes type Corépil, par exemple, ou Écomobilier, lorsque vous confiez ces déchets à travers un éco-organisme qui, lui, a missionné un prestataire de collecte et de valorisation, c'est le seul moment où, quand vous vous détachez de vos déchets, vous n'êtes plus responsable de ce qu'il devient. C'est quand vous le confiez par le biais d'un éco-organisme. Voilà, c'est une petite subtilité à savoir. Ce qui est intéressant dans votre acte de tri, c'est d'une part d'avoir quelque chose d'assez lisible, parce que l'acte de tri est quelque chose d'instinctif. On passe rarement du temps à se poser la question, est-ce que ça va dans telle poubelle ou une autre? Donc, il faut vraiment que vos procédures soient lisibles, connues et idéalement affichées au lieu du tri. Bien souvent, on les voit dans des locaux de stockage. Ça a une vertu pédagogique, mais il est quelque part, c'est bien trop tard parce que c'est pas à ce moment-là que cela se joue. Ça, c'est un exemple de ce qui se fait sur un établissement de santé. Je vous parlais rapidement des éco-organismes. Il s'agit de la mise en œuvre des responsabilités élargies de producteurs. Vous devez sans doute, pour certains, être soumis à ce genre de choses. Cette responsabilité élargie du producteur, à travers l'organisation de la mise en œuvre par vous, industriels, en partie, se fait soit par le biais d'éco-organismes, soit par le biais d'organisations assimilées aux éco-organismes, parce qu'un éco-organisme, c'est un arrêté bien particulier.
on a un historique là des éco-organismes avec un tableau à la suite de ceux qui peuvent exister, que vous pouvez utiliser. Dans certaines conditions, c'est gratuit. C'est-à-dire que quand on parle d'huile usagée alimentaire, à partir d'un bidon de 200 litres, vous êtes collecté gratuitement, vous n'avez pas besoin de payer un prestataire. C'est important de savoir que ça existe parce que quand vous achetez du matériel informatique, par exemple, vous payez une écotaxe. Et donc, vous payez déjà tout ce qui est nécessaire pour que ces déchets-là puissent être recyclés. Si vous payez ensuite un prestataire pour les récupérer en filière des 3E, c'est quand même bien dommage parce que c'est une double peine. Alors que dans certaines conditions, si vous appelez l'éco-organisme, c'est une collecte qui vous est gratuite. Concernant le décret 5 flux, donc concrètement, on parle de 5 flux, mais papier, carton fait un seul flux, bois, métaux, verre, plastique. Vous avez une obligation de valoriser ces flux depuis 2016 à partir de 100 litres par semaine, sans aller trop loin, Cathy, s'il te plaît. À partir de 1100 litres par semaine. Alors, 1100 litres, on se dit, mais c'est par flux, est-ce que c'est comment je fais, si je le fais avec la collectivité? Donc concrètement, c'est 1100 litres d'un ou de ces 5 flux, peu importe. Et l'obligation de valoriser, c'est pas forcément de tri, c'est pas forcément une obligation de tri à la source. C'est-à-dire que si vous avez une prestation qui fait que dans un seul bac, vous mettez vos 5 flux, enfin peut-être pas le verre parce que c'est toujours à part, mais vous mettez des flux mélangés que vous confiez le tri à un prestataire, c'est tout à fait possible. À noter toutefois que dans ce décret, quand on confie ces matières à un prestataire, il a une obligation de les valoriser en matière. Valoriser, incinérer, traitement, recyclage, réemploi, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, visualiser que tout ça, ce sont des solutions de traitement. Dans ces solutions de traitement, nous avons d'un côté l'élimination, qui est de l'enfouissement ou de l'incinération, et à côté de ça, on a de la valorisation. Et dans la valorisation, on retrouve la valorisation agronomique, ça peut être les biodéchets à travers le compost ou la méthanisation. Ça peut être la valorisation matière, et c'est dans cette valorisation matière que l'on retrouve le recyclage, le réemploi ou la réutilisation. Réutilisation, j'ai une palette, je m'en resserre comme palette. Réemploi, j'ai une palette, je la démonte, j'en fais un meuble. Recyclage, j'ai une bouteille plastique, je la transforme et j'en fais une fibre qui va servir à construire des pulls. Voilà, pour vous illustrer un peu les différentes terminologies. Donc, quand vous êtes dans ces 5 flux, le prestataire a une obligation de faire une valorisation matière. Et en général, c'est du recyclage. Sauf quand vous mélangez le papier et le carton, il a la possibilité de faire de l'incinération. Donc, quand vous prendrez des décisions sur la mise en place de vos flux et que vous voulez travailler sur le taux de valorisation de vos déchets, pensez à cette notion-là parce que pensez aussi qu'à l'incinération, vous avez la TGAP qui va en face, avec des enjeux à venir qui sont exponentiels. Si tu peux avancer. Concrètement, quand on parle de DAOM, par exemple, c'est un terme qui n'existe pas, les déchets assimilés aux ordures ménagères. La réglementation n'en parle pas. Elle parle soit ils sont classés en fonction de leur nature, soit des producteurs particuliers qui sont les ménages, soit des professionnels qui sont des déchets d'activité économique. Et ils sont soit dangereux, soit non dangereux. Donc, quand on parle anciennement des DAOM ou des DIB pour les industriels, on parle en fait de déchets d'activité économique ultime. Et dans ces déchets d'activité économique, donc, il y a les ultimes, mais il y a aussi les valorisables. Dans les déchets non dangereux, donc les 5 flux, y compris on peut rajouter le biodéchet, mais il faut savoir que sur un établissement de santé, on peut retrouver jusqu'à 40 filières de traitement de déchets. Donc, c'est quelque chose qui reste très significatif. Là, on voit la cartographie de ce que peut représenter les déchets chez vos parties prenantes qui sont les établissements de santé. Nous avons donc d'un côté les déchets non dangereux et les déchets dangereux, parmi lesquels les déchets d'activité de soins à risque infectieux. On ne va pas faire de focus particulier là-dessus aujourd'hui, mais potentiellement, vous pouvez avoir, en fonction de vos laboratoires, parfois des tests à réaliser, vous pouvez avoir de petites filières existantes dans vos organisations. Les pièces anatomiques ne vous concernent pas plus, et puis vous êtes sans doute plus concerné par les déchets à risque chimique et toxique, et probablement pas par les déchets radioactifs. Donc tout ça, ça concerne la santé, on peut passer rapidement. Ouais. Voilà. Voilà, ce que je vous parlais en termes de traitement, là, vous pouvez le visualiser directement. Donc, on a la valorisation, l'élimination.
avec la valorisation matière, la valorisation agronomique et la valorisation énergétique. Il faut savoir que quand on parle de valorisation énergétique, c'est toujours un peu ambigu parce qu'en fonction du taux de valorisation, en tout cas d'énergie que sont en capacité de produire les incinérateurs, ils peuvent être considérés comme de l'élimination ou de la valorisation. Typiquement, vous avez de plus en plus d'incinérateurs qui installent des réseaux de chaleur. C'est pour augmenter leur taux de valorisation et de devenir réglementairement vraiment des outils de valorisation et pas seulement d'incinération. Sachant qu'ils resteront, quoi qu'il en soit, soumis à la TGAP. Les 5 flux, donc le verre, métal, papier, carton, plastique, bois. Sachez que par exemple pour le papier, vous êtes en obligation de recycler ces derniers depuis janvier 2018 si vous avez 20 employés dans votre établissement. Donc ça reste tout de suite très important de travailler sur cette filière de recyclage, sachant que comme tout déchet, pensez à faire de la réduction à la source avec des actions pour réduire le papier. Il y en a une multitude et donc c'est prioritaire de travailler sur la réduction à la source avant de travailler sur le recyclage quand c'est possible. Voilà, donc ça je l'ai déjà dit. Le verre, c'est surtout le verre derrière qui concerne les établissements de santé. Donc mais ça intéresse aussi certains de nos laboratoires qui doivent aider les établissements de santé à récupérer les verres souillés ou à leur proposer une solution. Alors, c'est un sujet pour les établissements de santé complexe parce qu'aujourd'hui, déjà, trier les verres médicamenteux, c'est une belle avancée pour un établissement, mais trier les différents types de verres, c'est toujours un peu plus compliqué. Ouais. On sait typiquement que les verres souillés de Perfalgan ne présentent pas forcément de risque et de plus en plus d'agglos acceptent de les prendre dans leur tri sélectif de verres alimentaires. C'est plus délicat pour les autres types de médicaments. L'idéal, parce que c'est quand même un sujet majeur pour les établissements, le verre souillé de médicaments représente facilement 10% du poids des déchets qu'ils produisent. D'accord. Donc, c'est pas anodin. Et si en amont, les industriels peuvent travailler sur des verres qui sont facilement recyclables, c'est beaucoup mieux. Après, ce sera toujours délicat de travailler sur le contenant, sur le contenu, qui lui présente un risque et qui doit suivre la filière initiale. Après, il y a le flux du bois. Oui, le bois. Les classements. Vu le temps, je préférais que l'on puisse travailler sur le registre parce qu'il y a quand même un gros sujet. Voilà, vous avez tous les flux, les biodéchets. Et donc, comment le structurer en fait? C'est un outil que va vous présenter Cédric. Voilà. Le registre déchets, c'est un outil qui est obligatoire, mais qui a une vertu, c'est qu'il peut servir à une multitude de choses dans le cadre d'une cartographie de déchets. Quand on parle de cartographie, on a tout de suite à l'idée de se dire, bon sang, si tu peux revenir en avant, s'il te plaît. On peut se dire, bon sang, je vais devoir encore sortir des indicateurs qui n'existent pas, aller les chercher, etc. On part pour la cartographie des déchets du registre. Et ce sera d'autant plus important que vous puissiez le faire correctement, parce qu'il est obligatoire et vous devez le conserver à disposition des autorités pendant 3 ans, pardon. Mais par contre, à travers la cartographie, une cartographie, par définition, ça sert à s'orienter ou une carte à choisir son menu, en gros. Mais concrètement, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir des éléments que vous retrouverez dans le registre, vous serez en capacité de savoir quel est le taux de valorisation de vos déchets. Je vous dirai comment. Vous serez en capacité de savoir sur quels déchets vous devez travailler en priorité pour les enjeux de TGAP ou si vous êtes positionné correctement en termes de marché, parce qu'on peut avoir parfois des factures ou des contrats qui se… Je vous donnerai des exemples de tout ça. Mais en tout cas, la cartographie a un vrai intérêt. Et la base est ce registre de déchets qui est obligatoire. Alors, avant 2012, c'était déjà obligatoire pour les déchets dangereux, mais depuis 2012, c'est sur l'ensemble des déchets, avec une exemption qui concerne les déchets que vous confiez à la ville. C'est-à-dire que si vos déchets ultimes ou votre recyclable est collecté par les services de la ville, vous pouvez ne pas l'inscrire. C'est quand même dommage au travers de ce que je vais vous dire en termes d'utilité par la suite. Voilà, il faut le savoir. Il doit être chronologique. Il n'est pas forcément informatisé tel qu'on vous le propose ici. Par contre, le fait de l'avoir informatique, ça va vous permettre d'envisager des indicateurs et de faire de belles choses. Vous avez plusieurs entrées qui sont toutes obligatoires, sauf une colonne qui pourrait être à rajouter, c'est celle du prix. Toutes celles-ci, en tant que producteur, vous avez à les compléter.
Il n'y a pas trop de difficultés pour les quantités, si, parce que parfois vous n'avez pas forcément de notion de poids. Vous pouvez mettre un volume en litres, quitte à le transformer en poids à partir de ratios de densité par la suite. Le code CED, vous le trouvez sur les bordereaux de suivi, mais cet outil-là de registre que nous avons développé avec Primum, vous avez aussi des onglets qui vous permettent de les trouver si vous ne les avez pas. Si vous ne les avez pas déjà, il faut s'inquiéter parce que le prestataire est probablement pas conforme. Mais le code CED, c'est le code de nomenclature européenne qui classe tous les déchets. Quand il a une étoile, c'est que c'est un déchet dangereux. Voilà. Numéro de bordereau de suivi, c'est obligatoire individuel pour les déchets dangereux, mais pas forcément pour les autres déchets. Code ONU ou code ADR, c'est si c'est une matière dangereuse. Après, transporteur, centre de traitement, tout ça, il n'y a pas de souci. Et le code DUR est très intéressant parce que ce code-là, c'est pareil, en principe, ça apparaît sur les bordereaux de suivi ou sur les documents d'accompagnement commerciaux que l'on appelle, par exemple, pour les biodéchets. Le D veut dire élimination, le R valorisation. Et en fonction du type du chiffre qui est derrière, c'est un code ou un autre. Là, par exemple, on parle d'incinération de lasserie, c'est un code D10, donc de l'élimination. Et ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des incinérateurs qui ont suffisamment de taux de valorisation pour être en valorisation. Ils auront un code REM. Et quand vous avez des poids en face de ces codes, vous savez dire combien vous avez de poids qui sont en D et combien vous en avez qui sont en R. Vous connaissez votre taux de valorisation. À partir de ce taux de valorisation, vous savez quels sont les déchets prioritairement à travailler par rapport à si vous voulez juste travailler sur le taux de valorisation ou si vous voulez anticiper l'enjeu de TGAP. Ce sont des notions qui sont importantes. Quand on a des poids avec une colonne de prix totale sur cette ligne de prestation, c'est intéressant parce qu'on ressort un eurotonne. Cet eurotonne, il vous permet de vous positionner sur des prix de marché. Et pas seulement, je prends l'exemple, je ne sais pas, collecte de compacteurs à carton. Vous avez 80 € la collecte du compacteur, 150 € la location mensuelle et puis un rachat de carton autour des 30 € par exemple. Vous vous dites, mais je suis dans les prix de marché, ce n'est pas mon sujet. Mais vous verrez que peut-être en eurotonne, vous serez décalé. Je vous en parle parce que c'est la dernière constatation que j'ai faite sur un établissement. Ils étaient à 345 eurotonnes sur le carton en coût. Donc je me disais, il y a quand même un souci parce qu'on sait bien que de toute façon, le rachat du carton ne compense pas la prestation, mais 345 eurotonnes, vous êtes déconnecté. C'est cher. À partir de… Pardon ? C'est cher. C'est très cher. À partir de la facture, on s'aperçoit que les prix facturés sont plutôt cohérents. C'est ce qui est prévu aussi sur le contrat, donc pas de difficulté là-dessus. Donc ça permet aussi de se dire, mais d'où vient le problème ? Et le problème, c'était simplement qu'il était prévu que le prestataire passe tous les jeudis sans se poser la question du remplissage. Il suffisait d'agencer la fréquence pour réduire ses coûts. Donc c'est quand même important quand on parle de cartographie. C'est typiquement, ce sont des illustrations qui vous permettent de savoir vous positionner aussi par rapport à d'autres établissements. Si vous comparez une quantité de carton par rapport, je sais pas, à un chiffre d'affaires, par exemple, suivant vos fédérations, vous pourriez vous dire, mais je suis dans la moyenne basse ou autre. En tout cas, nous le faisons, nous, pour les établissements que l'on accompagne, et ils savent se positionner si c'est vraiment un enjeu ou pas. Et à partir de là, vous savez si vous devez travailler sur ce ratio, creuser le sujet. C'est pas une cartographie qui va vous dire où aller, mais qui va vous dire je vais plutôt dans cette direction, et ensuite, ça vous permet d'orienter, de prioriser vos actions en matière de gestion de déchets. Évidemment, le déchet reste celui que l'on ne produit pas. Pour cela, il est préférable de commencer par une analyse qualitative des différents types de déchets que vous produisez. À travers l'acte d'achat, c'est un levier qui est majeur parce qu'on s'aperçoit qu'on met beaucoup d'énergie parfois à rectifier quelque chose qui est en place, alors que si les enjeux globaux avaient été pris en compte dès l'acte d'achat, c'était d'autant plus de temps et d'investissement gagné par la suite pour corriger des éléments. Étudier les circuits courts de valorisation, donc ça fait joli comme ça comme phrase, mais en pratique, qu'est-ce que ça veut dire ? On a de belles initiatives à partager là-dessus. Vous avez des clubs de partage de déchets qui peuvent exister, et je pense par exemple à la blanchisserie de l'hôpital de La Rochelle qui confie ces 17 tonnes annuelles de linge usagés, en tout cas qui ne peuvent plus être remis dans le circuit, linge plat et tenue, à un ESAT qui les découpe, qui en fait des chiffons, par exemple, ou les bidons de lessiviel qui sont repris par un industriel en l'état. Donc, à savoir que quand vous faites des boucles circulaires de proximité, vous limitez les impacts du transport, vous limitez les coûts de gestion, et puis vous êtes vertueux dans votre pratique.
Il est également important d'intégrer des clauses de performance environnementale dans vos marchés ou dans vos consultations d'achat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est là où la CAP va au-delà de toute cette démarche, c'est qu'en principe, on demande à un prestataire de montrer patte blanche dans ce qu'il fait dans son organisation en termes de développement durable. Mais c'est aussi très important de mesurer ce qu'il est en capacité d'apporter aux bénéfices de votre activité. Et donc de l'inciter, si vous êtes soumis au marché public, à travers des clauses précises sur le sujet. Et puis, quand c'est possible, d'utiliser les filières les moins coûteuses à travers les éco-organismes, parfois les déchetteries. Vous sachez que vous pouvez amener en déchetterie en fonction, il y en a qui sont ouvertes aux professionnels uniquement, d'autres qui sont mixtes, mais que ce sont des solutions de proximité à moindre coût. Voilà. Donc, on va passer sur les déchets hospitaliers. C'était une slide qui permettait de fixer quels étaient les acteurs qui pouvaient intervenir sur cette filière hospitalier, mais vous êtes aussi concernés dans vos propres usines. Ce sont les mêmes acteurs. Pourquoi parler des services de la collectivité? C'est très important de savoir ce que font d'une part les solutions de proximité. Quand on parle à titre personnel, j'étais chez moi, ils veulent pas de bouchons sur la bouteille en plastique, ou chez moi, ils prennent la barquette à jambon et pas chez moi. C'est simplement parce que les outils de tri sont différents. Et donc, de connaître ce que sont en capacité de faire les acteurs de proximité, c'est important par rapport à ce que vous allez envisager. La collectivité, pourquoi? Parce que quand on parle d'extension de consignes de tri à titre personnel, vous avez 50 agglomérations en France qui sont passées à peu près, et ce sera à peu près toutes les agglos en France à partir de 2021. Cela veut dire que si vous êtes à l'extension des consignes de tri, vous pouvez désormais mettre les pots de yaourt, les barquettes jambon, les sacs plastiques, le papier et tout un tas de choses qui n'y étaient pas avant. Pas parce qu'on ne savait pas recycler les pots de yaourt, mais parce qu'on ne savait pas les trier. Et il est probable que si vous avez des déchets un peu complexes qui puissent passer dans la collecte sélective, ça peut être intéressant de voir avec la ville s'ils vous acceptent, si c'est peut-être pas le cas, s'ils vous acceptent votre collecte sélective pour bénéficier de leurs outils. Parce que si vous passez par un prestataire privé, ils n'auront pas accès à ces outils de tri mis en place par les collectivités qui sont plus performants désormais. Donc ça, c'est un premier point. Et surtout, savoir aussi comment ils facturent votre taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères ou la redevance spéciale. Les agglomérations ont des pratiques qui sont complètement disparates. Ça peut être en nombre de salariés, en fonction de la surface des bâtiments, au nombre de bacs mis à disposition. Et de savoir tout ça, c'est important dans vos décisions. Parce que si vous mettez en place, j'en sais rien, vous mettez en place une filière des biodéchets et vous les mettiez dans les déchets ultimes aujourd'hui, c'est dans votre taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères. C'est important de prendre en compte dans cette filière que vous allez mettre en place les coûts que vous allez pouvoir éviter sur la TOM, la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères. Voir aussi ce que proposent les privés, bien sûr, évidemment, d'utiliser les REP et donc les éco-organismes, les associations, par exemple, toujours sur la partie alimentaire, mais sachez que quand vous faites des dons aux associations, vous êtes exonéré, pas exonéré, mais vous bénéficiez de déductions d'impôts sur les bénéfices, par exemple. Donc, quand on peut faire des dons, c'est quand même vertueux dans tous les cas en termes d'engagement RSE. Les déchetteries, puis les bourses d'échange, telles que je vous l'ai déjà illustré. Merci Cédric. Alors tout ça, en fait, pour répondre à l'indice vert. Hein, donc aujourd'hui, on fait un parallèle avec comment vous pouvez l'intégrer dans l'indice vert. Nous, sur ce sujet, on vous pose 4 questions. Donc, est-ce que vous informez vos clients sur l'existence de l'éco-organisme qui reprend vos produits en fin de vie? Est-ce que vous valorisez vos déchets? Si oui, de quel type de déchets? Combien de types de déchets vous avez? Et quels sont les pourcentages de traitement de vos déchets en termes de valorisation, matière et incinération et enfouissement? Vous avez 3 données en pourcentage. Et un troisième point que je mets dans les déchets, qui est le ratio poids moyen de l'ensemble des emballages de vos produits sur le poids moyen de l'ensemble de vos produits, parce qu'en fait, ça, c'est un déchet qui n'est pas chez vous, mais qui est chez l'établissement de santé. Voilà, donc ce sont les 4 questions. Alors, ce n'est pas forcément le numéro 20, le numéro 21, le numéro 22 ou le numéro 25. Ça dépend de votre nomenclature adaptée à votre indice vert. Donc, ça, c'est les 2 nouvelles questions, la 21 et la 22, qui vous ont été posées cette année sur l'indice vert.
Ensuite, vous savez que nous répondons à l'enjeu, aux 17 objectifs de l'ONU pour la politique RSE de CAP. Donc là, on n'a pas le temps aujourd'hui de vous faire jouer à trouver quel est l'objectif du développement durable qui est concerné, mais vous pouvez prendre le temps de regarder sur notre site internet. Alors, je remercie Cédric pour sa présentation très pointue sur la théorie et sur comment on peut mettre en place des actions concrètes au niveau des déchets. Avec plaisir. Et juste une petite précision, j'en profite pour rappeler que Primum est aussi en capacité de faire des diagnostics très précis dans vos organisations et des choses ajustées. Il n'y a pas de recette toute faite et tout dépend vraiment des contextes d'entreprise. Tout à fait. Et vous avez, je crois, des audits ou des diagnostics typiques déchets de toutes les filières de déchets. Complètement. Alors, aujourd'hui, on change un tout petit peu de format. J'invite un fournisseur à expliquer quelle est sa solution technique qu'il propose aux établissements de santé ou aux industriels quand il y a besoin. Et là, aujourd'hui, nous donnons la parole à Monsieur Barou. Vous êtes là? Oui, bonjour Madame Bou. Parfait, super. Et donc, je vais vous laisser la parole donc sur vos deux dispositifs et vous présenter la société. Voilà. Très bien, je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Stéphane Barou, président de la société NGS Environnement qui est basée à Guérin, dans le département de l'Ain. Nous sommes concepteurs et fabricants de machines appelées écodigesteurs ODA, organiques déchets alimentaires, et écodigesteurs CPC, couche papier carton. Ces deux écodigesteurs fonctionnent à peu près pareil, c'est-à-dire que c'est une technologie à base de micro-organismes qu'on monte légèrement en température, donc on accélère la digestion des matières organiques qu'on met dedans en 24 heures, tout en les réduisant de 90% et en les transformant toujours en 24 heures en fertilisant, répondant aux normes européennes. Voilà, donc pour l'éco-digesteur ODA, c'est une machine qui peut être mise soit en cuisine, soit à l'extérieur, soit en local à poubelle, soit dans certains cas, notamment pour les collèges, directement dans les selfs, puisqu'on n'a aucune odeur, on a zéro humidité, on est à moins de 3 décibels de bruit sur les machines. Et les micro-organismes utilisés n'ont aucun risque et sont certifiés par le CNRS avec lequel on travaille, aucun risque pathogène. Voilà, toutes nos machines sont connectées en 4G. On peut prendre la main à distance où le directeur ou la directrice d'établissement peut être informé à tout moment de ce qui se passe dans la machine, puisqu'on a technologie qui nous permet de connaître la température pendant tout le cycle, le nombre de fois où la machine a été chargée, le poids qui a été mis dans cette machine, le pH, l'humidité, les températures intérieures, températures extérieures, enfin voilà. Et donc, on a la possibilité, soit quotidiennement, soit à la semaine, soit au mois, d'éditer un rapport qui relate tout ce que je viens d'expliquer. Voilà pour l'éco-digesteur ODA. On travaille en partenariat avec un laboratoire sur les deux machines d'ailleurs, qui s'appelle HTS Bio, un laboratoire qui est situé à Gémenos, qui lui-même travaille en partenariat avec le CNRS et qui a la particularité de développer pour nous des produits, que ce soit sur les micro-organismes, cocktails de micro-organismes, ou sur les produits de maintenance, sans aucun pictogramme de sécurité. Pour l'éco-digesteur CPC, eh bien, le principe de fonctionnement est pratiquement le même. On a toujours une montée en température. On travaille avec des micro-organismes qui sont totalement différentes de celles utilisées dans l'ODA. Contrairement à l'ODA, on a quand même une obligation de réensemencement, alors que sur l'ODA, j'allais presque dire que c'est à vie, tant que quelqu'un ne met pas un détergent ou un désinfectant dans la machine, les micro-organismes se multiplient entre elles. Sur la CPC, comme on a moins de matière organique que sur l'ODA, on est obligé de prévoir un réensemencement. Donc CPC, couche papier-carton. Le principe de fonctionnement est simple. Les personnes ne changent absolument rien dans leurs habitudes. Elles descendent les sacs de couches usagées. Elles ont une porte latérale. Elles mettent le sac, elles referment la porte.
Il y a comme un système de monte-charge qui lève le sac, le met dans un broyeur. On est obligé de broyer là pour faciliter la digestion des couches. Et toujours en 24 heures, on réduit le volume et on n'a plus aucune odeur, on n'a plus aucune matière organique non plus à l'intérieur. La différence, c'est que ce qu'il en ressort peut être transformé en pellet utilisé dans les poêles à granulés, puisqu'on a pratiquement la même valeur calorifique que le bois. Voilà pour les deux systèmes. Et le CPC est installé soit à l'extérieur, dans l'emplacement des conteneurs actuels, soit il peut être mis à l'intérieur, comme c'est le cas aujourd'hui de certains établissements qui nous le demandent. Alors, je crois qu'on a un établissement de santé adhérent chez CAP qui se propose à nous faire des possibilités de visite. Tout à fait. Voilà. La maison de retraite Saint-Joseph. C'est ça. Celle-ci dont vous faites état, qui est à Jasseron, dans l'Ain, à côté de Bourg-en-Bresse. Il va recevoir son écodigesteur CPC dans quelques jours maintenant. Oui. Il est en train de finir de l'assembler et de faire les tests. Oui. Donc, je pense qu'autour du 15 mars, la machine devrait pouvoir être livrée, mise en place, calée, mise en route et testée. Super. Voilà. Merci, Monsieur Barou. Merci à vous. Alors, donc là, nous avons… vous aviez autre chose à rajouter, Monsieur Barou? Non, s'il y a des questions… Voilà, on y est. Voilà, c'est aux questions maintenant. Donc, je vous écoute. Enfin, du coup, je vous lis. Des réactions? Alors, une question ici, donc bien fort, Nadine. Brûlé, oui, brûlé, oui. Il dégage rien. Non, et en fait, il a été assaini par l'écodigesteur. Monsieur Barou, la question est sur la qualité du pellet et ses risques sanitaires. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de risque sanitaire, les micro-organismes et la montée en température, sauf si les couches, bien sûr, on ne prend pas les couches qui sont de personnes qui auraient eu des rayons ou de la chimio ou des choses comme ça. D'ailleurs, je crois que je ne suis pas un expert du secteur médical, mais je crois déjà que… C'est dans les DASRI. Exactement. Mais sinon, aujourd'hui, nous, les tests qu'on a, les analyses qui ont été faites montrent que voilà, pas de micro-organismes arrivent à résister à 15 ppm de matière active d'éventuels antibiotiques, légers, bien sûr, non dangereux, mais sinon, nous, on est totalement sceptiques quand ça sort de l'écodigesteur CPC. C'est aussi bien pellet industriel que… ménager. Oui. Les pellets qui sortent du CPC, oui. C'est autant industriel que ménager ou comment C'est-à-dire? À usage industriel ou à usage ménager? Écoutez, là, alors pour le coup, on est en train de finir des tests avec une société, mais pour l'instant, on se base plus sur le secteur industriel. D'accord. Voilà. Pour la simple et bonne raison, c'est que oui, il manque 8 millions de tonnes et que les démarches qu'on a sont des gros établissements publics. Je pense à l'hôpital de Bourg-en-Bresse qui nous a consultés, sur lequel on est sur un gros programme, puisqu'ils veulent éventuellement acquérir un gros CPC et profiter également de cette transformation en pellet pour changer leur système de chauffage. Donc, on est vraiment sur le secteur industriel. D'accord. Alors, je crois que j'ai une question dans le public. Le problème, c'est que je ne la vois pas. Pouvez-vous la réactiver, la question, que je puisse y accéder? Hop. Alors, une question. Pourquoi je ne vois pas? Contrôle H. Je ne vois pas mon questionnement. Pouvez-vous reprendre la question, s'il vous plaît? Allô? J'ai vu qu'il y avait une question. Quel est le coût d'acquisition d'un écodigesteur, c'est ça, CPC? D'accord, moi je ne la vois pas. Ok. Oui, ça doit être ça peut-être. Allez-y. En fait, si vous voulez, vous avez 4 modèles d'écodigesteur CPC.
150 kg jour, 300 kg jour, 600 kg jour de mémoire et 1200. Aujourd'hui, le plus demandé est le 300 kg et on doit être à 88 000 € hors taxe. Ok. D'autres questions? Non, pas de questions. Je n'en vois pas. Oh, moi non plus, je vois rien de toute façon. Ok. Bon, de toutes les manières, Pardon, j'en vois une. Ah. Que veut dire le BSDAS 5 ans? Ah oui. BSDAS, c'est bordereau de suivi d'activité de soins. Donc, c'est vraiment spécifique à la santé, en tout cas pour les DASRI. Ce bordereau de suivi est à conserver 5 ans, en fait. Et la notion de 35 eurotonnes, je ne sais pas sur quoi elle est. Je ne comprends pas cette question. Je ne comprends pas la notion des 35 eurotonnes. Je ne me souviens pas avoir parlé de 35 eurotonnes. Tu en as parlé, tu as dit à un moment donné entre 35 et 65 € la tonne. Ah, la TGAP. La TGAP. Alors, c'est la moyenne. Tout à fait. Donc, en fait, la taxe générale sur les activités polluantes est une taxe que vous payez en tant que producteur de déchets lorsque vos déchets sont incinérés ou enfouis. Et cette TGAP est différente en fonction de l'incinération ou de l'enfouissement, d'une part, mais elle est aussi différente en fonction de l'installation d'enfouissement, par exemple. Vous avez un centre d'enfouissement qui fait du biogaz avec un seul réacteur, vous n'avez pas une TGAP à 20 aujourd'hui, mais elle doit être à 17 de mémoire. S'il y a 2 bioréacteurs, vous êtes à 12. S'ils sont engagés en termes d'ISO 14 000, c'est encore une autre TGAP. Donc, c'est vraiment variable en fonction de l'installation que vous utilisez. Mais ça, c'est la TGAP aujourd'hui. Quand on parle des enjeux d'augmentation de TGAP, c'est à 5 ans, cette TGAP va être multipliée par 4 pour l'enfouissement et par 2 pour l'incinération. Donc, ce sont des taxes qui sont complémentaires que vous payez. Et quand vous payez, vous, par exemple, vous produisez des déchets ultimes, vous payez un prestataire privé pour aller les incinérer, vous avez de la TGAP, ce prestataire, donc vous lui payez la TGAP, et ce prestataire la remonte à l'État. C'est le même fonctionnement qu'une taxe, mais qui est payée par le producteur final, en fait. Je ne sais pas si je réponds à la question. Alors moi j'ai un problème, je ne vois pas les questions, les commentaires. Y a-t-il d'autres réactions? Je vais juste répondre plus précisément, Madame Bou, vous m'entendez? Oui, très bien. À la personne qui a demandé le tarif, donc j'ai ouvert notre grille de tarifs afin de répondre précisément. Sur un éco-digesteur CPC 300 kg jour, on est à 98 996 € hors taxe. Voilà. Sur un matériel qui est garanti 10 ans et sur lequel, dans certains cas, on arrive à monter des dossiers de subvention auprès de l'Europe, la région ou le département. C'est très, très variable. Alors, le tarif peut vous paraître élevé, mais effectivement, nous qui démarchons ou qui sommes démarchés par certaines maisons de retraite, il y en a qui, on n'est pas tous égaux, visiblement, mais on a rencontré des maisons de retraite qui avaient des coûts à 70 000 ou 82 000 récemment de coûts de traitement à l'année. Donc, effectivement, sur un éco-digesteur CPC à 300 kg, à 98 000, il est relativement vite amorti, je dirais, quand on est dans des coûts de traitement comme ça. Sachant qu'après, vous êtes à peu près entre 30 et 40 € par mois de coûts d'électricité et de fonctionnement. Voilà. Ok. D'autres questions? Sinon, nous sommes arrivés au terme de notre présentation et nous vous remercions pour votre attention. Le prochain rendez-vous est le 11 avril sur le thème de la R&D et du développement durable. Voilà, donc, et celui d'après, le 16 mai, la qualité de l'air intérieur, et le 6 juin, communiquer autour de sa démarche RSE. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à mon mail, comme d'habitude. Et je vous dis, j'ai une question. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? C'est pas si évident. C'est juste, merci pour les précisions, en fait. Ok, merci Cédric. Bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir. Merci, bonne fin de journée également. Au revoir. Au revoir. Au revoir Cédric, merci Monsieur Barou et bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Hop.
J'arrive pas à couper.